right men will roll for many's the year. And I spent all my money on red leather gear. And now we return, I'm going right so. And I never will play the wind over no more on its snow. Hey, never no more. I'll play the world over. No, no, no more. Voici l'Irlande vue du train. Un voyage en marge de l'Europe. Le succès économique du pays est très visible à Dublin. Le tigre celtique a rugi avec une force sans pareille dans la capitale de la République d'Irlande. Mais cette embellie a été de courte durée dans ce pays durablement marqué par une misère noire, ainsi que par la religion. La cathédrale Saint-Patrick à Dublin s'impose comme un symbole incontournable. Parmi ses doyens, le plus célèbre est sûrement Jonathan Swift. Il y exercera sa charge de 1713 à 1745. Il livre son expérience ecclésiastique dans son œuvre majeure, Les Voyages de Gulliver. Il décrit les petites gens tout en livrant ses impressions de voyage aussi. Dans ses œuvres, il ne se départit jamais d'un ton satirique. Il est dans le pamphlet. Parfois, il n'hésite pas à critiquer ouvertement le gouvernement de l'époque, mais le thème central reste celui des petites gens face aux grands de ce monde. Liberties, un quartier populaire bien loin de l'afflux des touristes. Tout est très bon marché dans ce quartier par où le tigre celtique ne semble pas être passé. Cette enclave populaire est tout ce qu'il y a de plus authentique à Dublin. On est sur Meath Street, en plein cœur du quartier Liberties. Beaucoup de gens très bien viennent d'ici. Des gens pauvres, aussi bien que des gens célèbres. Beaucoup de familles vendent à l'étal sur les marchés ou ont des boutiques dans le coin. On est entre nous ici. Tout le monde se connaît. Mais la croissance sans égale des années 90 est passée à côté de Liberties. C'est au secteur des transports qu'elle a avant tout bénéficié. L'Union européenne a massivement contribué à leur modernisation et les gares ont fait peau neuve. Voici la Connolly Station, de jolis fils bien rectilignes. Ici, pas de resquilleurs. L'empire colonial britannique est passé par là. Mais il y a des domaines pour lesquels les Irlandais ne transigent pas. Leur langue et leur culture d'abord. Je crois bien que c'est dans les années 1920 que l'Irlande est devenue indépendante. Nous revendiquons haut et fort notre identité. Trocaire signifie train dans notre langue. Il n'est pas question d'oublier que nous nous sommes affranchis de la couronne britannique. La double signalisation en gaélique irlandais et en anglais est obligatoire. Les transports ferroviaires sont ainsi gérés par Ian Road Éireann ou Irish Rail. Notre tour d'horizon de la République d'Irlande commence à Dublin. En train, nous suivrons ensuite le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cœur de l'île d'Émeraude. Mais tout d'abord, nous visitons le quartier de la City. Pour nous touristes, ça tombe bien, le métro est aérien. Immersion totale dans la vie des Dublinois.
Nous traversons la première gare d'Irlande, la gare de Dublin Pearse. On peut dire que le chemin de fer a radicalement transformé l'Irlande. La première ligne a été construite en 1834. Elle reliait Dublin à Dún Laoghaire et le réseau s'est étendu à partir de là. La construction du réseau ferroviaire a donné du travail à beaucoup de gens, notamment après la grande famine qui a dévasté le pays. Ce monument commémore la Grande Famine. Elle a provoqué la mort de plus d'1 million d'Irlandais entre 1845 et 1852. En plus de la pomme de terre qui constituait leur alimentation de base, les paysans irlandais cultivaient des céréales. Leurs terres appartenaient à la couronne britannique et c'est avec la récolte de ces céréales qu'ils s'acquittaient de leurs droits de fermage, jusqu'au jour où le mildiou a dévasté leurs champs de pommes de terre, les privant du même coup de leur unique moyen de subsistance. Les céréales, elles, étaient épargnées, mais les paysans n'avaient pas le droit d'y toucher. Plus rien ne transparaît de ces temps sombres sur le littoral est du pays. Le jaune vif des genêts annonce le plus beau des printemps irlandais. Les abords de la station balnéaire de Bray ont un petit air de Côte d'Azur, un endroit huppé, mais un peu plus frisqué. La ligne qui relie Dublin à Wexford est connue pour être la plus belle d'Irlande. Et voyager avec l'une des flottes ferroviaires les plus modernes d'Europe ne gâche rien au plaisir. L'accès à Internet est gratuit et illimité. D'une manière générale, Irish Rail ne lésine pas sur les services. Une des particularités de ce pays est de permettre à ceux de plus de 66 ans ayant cotisé en Irlande de bénéficier de la gratuité de tous les transports en commun irlandais. La majorité des retraités en fait très bon usage et d'ailleurs les trains ne désemplissent pas. Une offre très intéressante, digne de ce qu'a pu être l'État-providence britannique. Nous tournons maintenant le dos au littoral. Et nous voici dans le massif des montagnes de Wicklow, un formidable lieu de villégiature. Dans le village d'Avoca, nous visitons le plus vieil atelier de tissage irlandais. On y file la laine depuis 1720. William Byrne est penché sur ce métier à tisser depuis 50 ans. L'important dans notre métier, c'est de faire des bandes de tissu bien régulières. Il faut qu'ils soient lisses et soyeux et un peu transparents, juste ce qu'il faut. Qu'il s'agisse d'un plaid ou d'une écharpe, peu importe. Il faut aussi être attentif à la longueur de la pièce de tissu. Les fermiers de la région sont à l'origine de la création de cette coopérative de tissage, où ils pouvaient venir filer leur laine et la tisser à leur gré. Ensemble, ils se rendaient dans les marécages pour recueillir les plantes utilisées pour les teintures. Les couleurs vives et chatoyantes sont aujourd'hui encore la marque de fabrique d'Avoca. La réputation des écharpes et des couvertures de l'atelier n'est plus à faire. Les années 20 ont d'ailleurs fait la fortune de l'enseigne grâce à la fabrication de plaids pour les voitures qui, à l'époque, n'étaient pas encore chauffées. Hello. Un conducteur prend la relève. En pleine crise économique européenne, Irish Rail tire brillamment son épingle du jeu. Les horaires sont très flexibles et tout à fait compatibles avec une vie de famille. Si vous avez besoin de vous libérer un jour de la semaine,
Vous pouvez très bien travailler le week-end. Et inversement, si vous voulez prendre tout votre week-end, rien ne vous empêche de travailler toute la semaine. Quand on commence très tôt, il est logique de finir très tôt aussi. Du coup, on se retrouve pratiquement avec une journée entière devant soi. Si vous voulez avoir votre matinée, il suffit de travailler l'après-midi. C'est bien payé en plus, et personne ne vient vous dire ce que vous avez à faire. On vous fait confiance, et vous n'avez personne sur le dos. Depuis 2007, toutes les liaisons Intercity sont desservies par des locomotives électriques particulièrement appréciées des conducteurs. D'autant plus qu'avec 1600 mm de largeur, l'écartement des rails est supérieur à l'écartement standard. Le trajet y gagne en confort. L'un des innombrables terrains de golf. Le golf s'est hissé au rang de sport national. Au cours des années du tigre celtique, l'Irlande a vu émerger plus de 100 nouveaux terrains, pour la plupart destinés à la spéculation. Nous poursuivons notre route en longeant les rives du fleuve Slaney, cap au sud. Au cours des années d'essor économique, le trafic de voyageurs était passé de 29 à 45 millions de passagers par an. Depuis la récession, ce chiffre s'est stabilisé à 39 millions avec un certain fléchissement. Pour contrer cette évolution, Irish Rail s'est lancé dans un vaste programme de reconquête avec des offres très alléchantes, pour les familles notamment. Et ça marche. Je viens de Dublin et je vais à Wexford. Je préfère prendre le train. On peut faire beaucoup plus de choses qu'en voiture. On peut dessiner, on peut manger, on peut lire. Autant de stress en moins pour les parents. Mais nous voici déjà arrivés au terminus. Voici le port de Rosslare. We will shortly be arriving at Rosslare Europort. Change here for ferry services. Please mind the gap. This is the last stop. Thank you for traveling with Euro-Air. Le ferry va en Grande-Bretagne. Rosslare était une destination importante pour les usagers du chemin de fer venus d'Angleterre. Mais depuis 2010, la ligne qui dessert Waterford n'assure plus le transport des passagers. On est obligé de prendre un bus pour se rendre à Waterford en partant d'ici. Les raisons qui avaient justifié l'existence d'une ligne de chemin de fer ne sont plus d'actualité. À l'origine, il s'agissait de relier Londres, le Pays de Galles et les Midlands britanniques au sud de l'Irlande. Depuis l'ouverture de l'aéroport de Cork et d'autres, le trafic ferroviaire a beaucoup diminué. Nous prenons donc un autocar, également géré par Irish Rail, pour nous rendre à Waterford. Une surprise nous attend à l'arrivée. Cette locomotive a 90 ans. Elle appartient à l'Association pour la préservation des chemins de fer irlandais, une amicale de passionnés qui propose régulièrement des voyages en train à vapeur. Ce qui nous tient à cœur, ce sont les émotions et l'histoire. On peut très bien admirer une locomotive à vapeur dans un musée, mais il faut monter à bord pour voir à quel point elle est vivante, comment elle respire. C'est une immersion dans le passé. La technique était alors loin d'être parfaite, mais elle continue à fasciner beaucoup de gens. Nous quittons Waterford confortablement installés au bar du train à vapeur, spécialement affrété pour ces amoureux du chemin de fer. L'enthousiasme est palpable.
Mon grand-père habitait en face d'une gare. Je lui rendais souvent visite et j'aimais bien regarder les trains passer. Quand j'ai atteint l'âge de m'intéresser un peu moins aux femmes, c'est sur les trains que j'ai jeté mon dévolu. En route vers l'ouest, nous longeons la rivière Suir en direction de Limerick Junction. Les locomotives à vapeur sont très appréciées en Irlande. Encore un héritage de la couronne britannique, peut-être. Nous sillonnons l'une des plus anciennes lignes irlandaises. Elle a été construite il n'y a pas moins de 140 ans. À partir de Limerick Junction, nous faisons un petit détour pour nous rendre à Cobh et à Killarney en passant par Mallow. La localité de Limerick Junction n'aurait jamais vu le jour sans les chemins de fer. Nous sommes à Limerick Junction, dans le comté de Tipperary. Limerick Junction est situé sur la ligne principale qui relie Cork à Dublin. À partir de là, on rejoint les lignes Killarney-Trolley, Limerick-Galway, Tipperary et Waterford. La ville n'est pas grande, mais elle est très importante à cause du trafic. Nous prenons l'Intercity en direction de Mallow et de Trolley. Nous ne nous arrêtons à Limerick Junction que pour changer de train. L'appellation d'île d'Émeraude n'a vraiment rien d'usurpé. Mais nous voici déjà aux portes de la cité portuaire de Cobh. Lorsque les bateaux à vapeur ont été mis en service pour la traversée de l'Atlantique, une ligne entre Southampton ou Cherbourg et New York a été établie. Une escale était prévue à Cobh. La concurrence entre les entreprises qui proposaient la traversée était rude. Cobh a joué un rôle important à ce moment-là. Cobh s'est doté d'une gare ferroviaire dès 1862. À cette époque, de nombreux Irlandais émigraient encore aux États-Unis pour fuir un pays dévasté par la Grande Famine. Ils voulaient survivre, tout simplement. L'émigration existe toujours, mais les motivations des gens ne sont plus les mêmes. Les jeunes Irlandais ont fait des études. Ils vont vers le pays de leur choix et le métier qu'ils aimeraient exercer. C'est plus un choix personnel et délibéré qu'une situation subie aujourd'hui. Oui, c'est ça la différence. On n'émigre plus pour les mêmes raisons qu'avant. La statue d'Annie Moore commémore cette époque. La jeune fille avait 18 ans en 1892. Elle fut la première émigrante irlandaise à venir chercher aux États-Unis un destin plus clément. Plus de 2,5 millions d'Irlandais sont partis de Cobh pour émigrer aux États-Unis. Cobh est l'un des plus grands ports naturels au monde. Le Titanic mouillait ici avant de lever l'ancre une dernière fois en avril 1912. On connaît la suite. La collision avec un iceberg et le naufrage. Alors que de nombreux passagers issus des classes supérieures ont eu la vie sauve, les plus pauvres qui s'entassaient sur le pont n'ont pas survécu. Cobh est devenu un lieu de pèlerinage. Parmi les pèlerins, des survivants du naufrage ainsi que d'autres ayant perdu des proches. Nous poursuivons notre route en direction de Killarney.
Lors de son voyage en Irlande en 1954, Heinrich Böll, l'auteur de L'honneur perdu de Katharina Blum, ne se lassait pas de prendre le train. Dans son journal irlandais, on lit « Il est aussi déplacé de la désigner sous le vocable de mauvais temps que de qualifier le soleil brûlant de beau temps. » Si en 60 ans rien n'a changé côté météo, le mauvais temps irlandais n'a jamais découragé les touristes d'affluer sur l'île, même si le voyage n'est pas toujours de tout repos. Après l'ouverture de lignes directes reliant Londres à Cork et au comté de Kerry, on a organisé des excursions touristiques à partir de la gare de Paddington à Londres. Les gens prenaient d'abord le train, passaient la nuit sur le bateau et débarquaient à Killarney à 10h30 le lendemain matin. Ils restaient la journée à Killarney et faisaient le trajet dans l'autre sens le soir même. Difficile d'imaginer plus éreintant comme sortie. Il n'empêche que ces circuits d'un jour étaient extrêmement appréciés. Le chemin de fer est arrivé à Killarney en 1853. Et dès l'année suivante, la compagnie des chemins de fer irlandais y construit son premier hôtel, le Great Southern Hotel. Conçu dans le plus pur style victorien, cet hôtel a aujourd'hui les faveurs des célébrités. Nous avons déjà reçu des gens très connus, des acteurs comme Charlie Chaplin qui nous rendaient régulièrement visite, l'acteur américain Tyrone Power aussi. Dernièrement, nous avons accueilli Julia Roberts et Tom Cruise, sans oublier des réalisateurs très populaires. L'endroit continue à plaire énormément. Après Dublin, Killarney est la ville irlandaise qui attire le plus de touristes. L'endroit est idéal pour se rendre à la presqu'île de Dingle. Ici, un dauphin du nom de Fungie tient la vedette. Pour ceux qui seraient désireux de le voir grandeur nature, tout est prévu. Les départs ont lieu quotidiennement à partir de la petite ville de Dingle. Fungie vit dans cette baie. Et Jimmy, notre inoxydable capitaine, y fait des sorties en mer depuis 25 ans. À force de se voir, les deux amis se connaissent si bien qu'on dirait presque un vieux couple. Personne ne saurait vous dire pourquoi Fungie s'obstine à rester ici. Mais les spécialistes vous diront qu'il a de la nourriture à profusion, qu'il se sent en sécurité et qu'il n'a pas de grands déplacements à faire pour trouver un garde-manger. Le coin lui plaît, je crois, alors pourquoi partir? Fungie a même renoncé à toute vie sociale avec ses congénères. Cela fait 31 ans qu'il vit ici. Et Jimmy n'a qu'une peur, c'est que cela cesse un jour. Fungie reste et nous repartons. Nous sommes entre Limerick Junction et Limerick. Nous roulons toujours en direction de l'ouest. Dès le début des années 50, les Irlandais sont passés des locomotives à vapeur aux locomotives diesel. Il faut dire qu'il manquait alors de charbon et les vieilles locomotives à vapeur ont été mises au rebut. En 1964, une poignée de personnes se sont rassemblées pour préserver les locomotives à vapeur qui étaient encore en service. Pour l'instant, nous avons 9 locomotives et 3 wagons. Nous avons aussi un dépôt ferroviaire à Whitehead, à proximité de Carrickfergus, en Irlande du Nord. C'est une association transfrontalière implantée en Irlande et en Irlande du Nord. L'amour des trains à vapeur participe aux bonnes relations entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui, comme chacun sait, ne sont pas des plus faciles.
Depuis plus de 50 ans, ces amoureux des chemins de fer s'occupent des vieilles locomotives sans compter. La seule volonté qui les anime est celle de prolonger l'héritage des trains à vapeur en Irlande. Mais nous voici déjà à Limerick. Difficile de savoir si cette ville a un rapport avec le poème de 5 vers, le Limerick. Le plus grand cours d'eau irlandais, le fleuve Shannon, se jette dans l'Atlantique au niveau de Limerick. Le King John's Castle est la principale attraction de la ville. Mais Limerick est aussi connu pour ses courses de lévriers. Nous sommes les hôtes de Patricia qui en élève 8. La société protectrice des animaux pourrait s'en émouvoir, mais il faut reconnaître que Patricia est aux petits soins pour ses chiens. Elle s'en occupe comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Mais surtout, elle les soumet à un entraînement quotidien. Je les adore et ils sont si beaux. J'aime beaucoup les courses et eux aussi. C'est un sport formidable qui me permet de rencontrer des tas de gens. Les courses de lévriers. Mais au fait, encore une passion héritée des Britanniques, non? Les preneurs de paris ne savent plus où donner de la tête. Les courses de lévriers sont un événement hautement couru de la bonne société. Patricia se dirige vers la ligne de départ avec Granada Flash. Granada Flash court en tête avec le dossard numéro 4. En un tour et demi, les jeux sont faits. Le jeune lévrier de 3 ans termine 3e. Il a très bien couru. Il a mené la course jusqu'au 5e virage où malheureusement il s'est fait dépasser. Il n'empêche qu'il a fait de très grands progrès. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée et qu'il sera à son meilleur niveau pour la course des 750 yards. En nous rendant à la gare de Limerick le lendemain matin, c'est encore Heinrich Böll qui nous vient à l'esprit. Il écrit « On peut tout à fait qualifier cette pluie de mauvais temps, mais il n'en est rien. C'est un temps bien marqué tout simplement, et un temps qui a du caractère et forcément une intempérie. » Le train nous conduit à Galway. Cette destination n'a été rétablie que depuis 2010, après 34 ans d'interruption, faute d'un nombre suffisant de voyageurs. La situation n'a guère évolué, mais le train circule malgré tout. Le rétablissement de la ligne est une décision avant tout politique. Elle n'a jamais constitué une voie commerciale de premier ordre depuis que le transport des bestiaux s'est arrêté. Peu de passagers l'empruntent et c'est un sujet un peu délicat en ce moment. Sur ce tronçon, le train roule plus lentement que les voitures. Les bus qui empruntent une route parallèle reviennent moins chers. Il n'y a guère que dans la zone d'influence de Galway que les trains sont rentables. En effet, la ville universitaire attire beaucoup d'étudiants. Galway fait certainement partie des villes les plus intéressantes de la République d'Irlande. C'est une ville estudiantine par excellence. Et même si certains ne comptaient pas s'y attarder, ils ont fini par ne plus en repartir. Même si la ville n'en donne pas vraiment l'impression, Galway est intimement associée à la notion de lynchage. À la fin du XVIe siècle, James Lynch était le maire et le juge de cette ville. Son fils Walter assassina par chagrin d'amour un rival espagnol avec une dague.
Walter a été conduit devant un tribunal. À cette époque, le maire avait aussi la fonction de juge, et dans ce cas, il se trouvait de surcroît être le père de l'assassin. Il a jugé son fils coupable et l'a condamné à mort par pendaison. Le bourreau ayant quitté la ville, personne n'a voulu exécuter son ordre. Le maire aurait alors amené son fils à cette fenêtre, attaché une corde à cette poutre, la lui aurait nouée autour du cou et pendu son fils. Le père aurait ainsi lynché son propre fils. Mais il semble que l'histoire comporte une petite incohérence. La fenêtre ne date que du 19e siècle. De Galloway, le train rejoindra Euston Station, la deuxième gare de Dublin. Sur le chemin du retour, nous traversons l'Irlande d'ouest en est. Il y a un dicton irlandais qui dit « Quand Dieu a créé le temps, il en a fait en abondance ». Mais Irish Rail n'a pas pris ce principe au pied de la lettre. En plus d'être très confortables, les trains irlandais sont un modèle de ponctualité. Et leur confort est tel qu'un autre dicton irlandais vient aussitôt à l'esprit. La santé commence par un bon sommeil. Le monastère Clonmacnoise domine majestueusement le fleuve Shannon. Construit au VIe siècle après Jésus-Christ, ce monastère a été un lieu de pèlerinage pour tous les moines d'Europe. Clonmacnoise est devenu un lieu de recherche spirituelle et intellectuelle des plus prestigieux. Et les visiteurs peuvent aussi y observer une curiosité. Voici l'arche des murmures, Whispering Arch. La personne qui est à gauche chuchote et celle qui est à droite peut entendre et répondre. Bonne continuation dans ton voyage, chère Hildegarde. C'est ce que mon mari vient de dire. C'est probablement ainsi que les moines recueillaient autrefois les confessions des fidèles atteints de maladies contagieuses. Non loin de Clonmacnoise, le train traverse le fleuve Shannon au niveau de Athlone. Nous sommes pile au milieu de l'Irlande. Un lotissement de maisons impeccablement aligné. Tout ce qu'il y a de plus irlandais. Peut-être que les Irlandais sont un peu plus britanniques qu'ils ne voudraient bien l'admettre. Mais voici les Midlands. Les paysages de cette région sont façonnés par d'immenses tourbières. 1/6 de la superficie irlandaise en est couverte.
L'Irlande est taillée en forme de cuvette. Les massifs montagneux sont à l'extérieur et c'est tout plat à l'intérieur. D'où les importants problèmes de drainage que nous avons ici. Il y a quelques centaines d'années, la décomposition du bois des forêts a donné ce paysage de tourbières. Les tourbières ont mis des dizaines de milliers d'années à se stratifier et sont exploitées depuis des siècles. Aujourd'hui, le travail est fait industriellement par l'agence semi-privatisée Bord na Móna. Nous creusons la surface sur une épaisseur d'1,5 centimètre et nous ameublissons la tourbe avec la machine que nous venons juste de voir passer. La deuxième machine sert à rassembler la tourbe et à la disposer en crête. En été, elle est récoltée en fonction de la météo. Il faut qu'il fasse beau pour que la tourbe puisse sécher. C'est un peu comme la récolte du foin qui est tributaire du temps. Quand le temps est au beau fixe, on peut alors récolter. La tourbe étant trop meuble pour que les camions puissent rouler dessus, c'est en voie de Decauville qu'elle est acheminée. Les rails sont alors posés aux endroits où la tourbe doit être chargée. Le réseau de voies Decauville de Bord na Móna est long de 1400 km. La centrale, située à Shannonbridge, est approvisionnée en tourbe. Mais cette matière combustible est controversée à cause de son peu d'efficacité et ses émissions de CO2. Cela s'applique aussi à la consommation privée. De nombreux Irlandais fabriquent eux-mêmes leurs briques de tourbe et se chauffent ainsi à peu de frais. Pour des raisons écologiques, l'Union européenne compte sur le démantèlement des tourbières dans les 10 prochaines années. En attendant, les briques de tourbe sont encore en production dans les fabriques. Dans la briqueterie d'Erinlow notamment. 300 wagons de tourbe destinés à être transformés en briques sont acheminés chaque jour. Il faut compter 2,5 tonnes de tourbe pour 1 tonne de briques. Les briques que nous produisons sont obtenues à partir de la tourbe que nous extrayons des marécages. Dans la fabrique, nous réduisons la teneur en humidité qui passe de 55% à 10%. Ensuite, nous compressons la tourbe pour en faire des briques qui sont vendues dans chaque station essence du pays. Une fois pressées, les briques sont découpées et empaquetées. Cela représente environ 100 000 tonnes de briques par an. Pour les premiers constructeurs de chemins de fer, les marais ont constitué un sérieux handicap. Quand le réseau ferroviaire a été construit, il a fallu envisager aussi une solution pour traverser les marécages. Le sol était tellement humide que c'était compliqué. On a alors posé de nombreux branchages sous les rails afin de les stabiliser. Aujourd'hui, on a recours à des blocs de styropor. Ici encore, les Genêts nous accompagnent dans notre périple. Ah, la pluie s'invite aussi. Le train s'arrête à Clara depuis 1859. Autrefois, la gare était importante pour le transport des marchandises. C'est ici que le whisky de Kilbeggan était chargé. La distillerie de whisky est un bâtiment magnifique. Mais ses mérites vont encore au-delà.
Nous avons notre licence de distillation depuis 1757. Depuis, nous rachetons une licence chaque année. Tous ceux qui étaient sur ce terrain pouvaient fabriquer du whisky. Même si nous n'en avons pas produit chaque année, notre première licence remonte à 1757, ce qui fait de nous la plus ancienne distillerie de whisky en Irlande et dans le monde. Tradition oblige, le whisky est fabriqué comme à l'origine. Lors de la distillation du mou, ce sont des briques de tourbe qui sont utilisées. Au bout de 48 heures, la concentration en alcool est de 69%. Le whisky doit être entreposé 3 ans avant de pouvoir porter l'appellation whisky irlandais. Sa teneur en alcool se réduit de 40% lors de ce processus. Cheers. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de Dublin. Dans sa première lettre d'Irlande, Heinrich Böll écrivait il y a 60 ans. « Mon cœur, c'est si beau ici que je suis triste de ne pas vous avoir. Ce ne sont que lacs, montagnes, nuages, et cette lumière indicible et changeante que je n'ai jamais vue ailleurs. » Heinrich Böll voyageait alors en train, et il est conseillé d'en faire autant aujourd'hui. Voyager en train est une expérience inoubliable pour les touristes. C'est l'occasion de voir la campagne irlandaise comme on ne pourrait jamais la voir en voiture. Tout le monde sait que les autoroutes ne présentent aucun intérêt. Dans un train, on peut se détendre tout en admirant le paysage. Le train est bien le compagnon de route idéal pour un voyage découverte en marge de l'Europe. Et si nous savourons notre dernière pinte de bière irlandaise, c'est dans un pub cette fois-ci.